nombreux, mais je peux les ramener à deux. Le problème de l'esclavage et le problème du racisme d'État. Et pour moi, l'esclavage est une composante de la question du racisme d'État qui frappe les communautés noires en Mauritanie. C'est une question de perception. Maintenant, pourquoi j'ai dit racisme d'État et non pas racisme tout court? Parce que le racisme dont il s'agit, ce n'est pas le racisme entre moi et mon voisin Birani ou mon voisin Hardani ou mon voisin Sonik ou Peul. Le racisme, il est exercé par l'État à tous les niveaux de son démembrement. Ça veut dire que moi, en tant que Peul, j'ai beau être docteur, cadre supérieur, enseignant, chercheur, je subis le racisme à tous les niveaux, à tous les niveaux. Je subis le racisme et donc je me sens comme un citoyen de seconde zone. Et comment se manifeste ce racisme-là? Mais il faut qu'à un moment donné, on le dise. Il ne s'agit pas d'aller voter des lois et de se dire que maintenant tout celui qui dit qu'il y a du racisme dans le pays, on l'amène en prison. Alors on risque d'amener plein de gens en prison. Mais on continuera. Tant que les problèmes existent, ils seront posés. Et il y a en Mauritanie, non, il n'y a pas de discrimination. Je veux savoir pourquoi, depuis plusieurs décennies, systématiquement dans tous les gouvernements de Mauritanie, sur une trentaine de ministres, les 20 à 22 sont systématiquement birans. Et après, on veut me dire non, il ne faut pas parler de Hardin, il ne faut pas parler de Peul, de Sonik et de Biran. C'est ce qui est la réalité. Mais je suis discriminé en tant que Peul et on veut que je ne dise pas que je suis Peul. Je suis discriminé en tant que Hardani, soumis à l'esclavage. En tant que tel, on dit que je ne dois pas parler de la pacification de la Mauritanie. Ça ne rime à rien. Qu'on me dise, j'ai vu ici parfois des communiqués de conseil des ministres après le deuxième coup d'État où la réforme du ministère de l'Intérieur sur 98 nominations, les 90 sont bizanes. Et on veut construire un pays avec ça. Mais sur toutes les manifestations de racisme d'État, de mon point de vue, la plus flagrante, en tout cas qui frappe les négro-africains, c'est la discrimination. Le soninké, le wolof, la langue officielle, c'est l'arabe. Au nom de quoi? On me dit. J'ai vu certains écrire pour dire que parce que l'arabe est la majorité est la langue de la majorité des Mauritaniens. C'est suffisant. Si c'est la loi de la majorité, alors sur un gouvernement de 30 ministres, les 20 doivent être harbani. Parce qu'ils sont majoritaires dans ce pays. Mais là, quand on leur argue ça, non, on oublie. On veut utiliser le nombre des hardani pour dire ceux qui parlent arabe sont majoritaires, donc l'arabe doit être pour opprimer les langues négro-africaines, pour les fouler au sol, pour fouler donc ceux qui parlent ces langues-là. Par rapport à la langue officielle, oui. À ton avis, quelle serait à ton avis, je veux dire, la langue officielle la plus recommandée pour le Mauritanie, pas l'arabe? Pour moi, il n'y a pas une langue officielle qui est susceptible d'être plus recommandée que l'autre. Pour moi, l'État doit se positionner. Oui, je termine. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Je crois que l'État doit se positionner à équidistance vis-à-vis des communautés. Nous avons eu notre indépendance en 1960, comme tous les pays autour comme beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. L'État n'a pas eu à faire d'intrusion dans ces différents pays-là pour prendre une langue et la mettre sur les autres. Nous sommes le seul pays, la Mauritanie est le seul pays à avoir pris dans sa constitution à prendre un article pour dire que ces langues sont des langues nationales, celle-ci est une langue officielle. Mais nom de Dieu, quand on prend des langues appartenant à des communautés, on en prend une seule, on en fait une langue officielle qui est apprise à l'école. Ça veut dire qu'on prend la communauté à laquelle cette langue appartient, on la met sur les autres, et les autres alors sont des citoyens de seconde zone. Systématiquement, à tous les niveaux, nous le vivons. Et ça doit s'arrêter. Les gens demandent, on libéralise les médias. On libéralise les médias. Sur 11 licences qui sont octroyées, on refuse d'en octroyer même une à un négro-africain. Tout ça pour bloquer. Y a-t-il des négro-africains qui ont soumis à la tête Oui, je peux vous donner l'exemple de Khan Hamidou Baba, qui est un communicateur spécialisé dans ce domaine-là, qui est pourtant réputé pour ses positions modérées, que l'on a refusé. Et c'est cette même discrimination, au nom de cette même discrimination, parce que l'on ne voudrait pas que les négro-africains aient une chaîne de télévision où ils pourraient. Nos langues sont folklorisées. Regardez là tout de suite, là, autour de notre... il était prévu que vous traduisiez. Mon niveau en hassanien ne me permet pas de comprendre ce que les uns et les autres. Je peux donner ma main à brûler que tous ici comprennent français.
personne ne s'est offusqué de ma position où je ne comprends pas ce que les uns et les autres disent. Vous laissez passer. C'est devenu normal, cette discrimination linguistique inacceptable. Et ça doit s'arrêter. C'est la même chose. Je crois qu'il faut qu'il y ait... C'est la même chose pour les autres. Non, non, ce n'est pas la même chose. Ne me dites pas que c'est la même chose. Il y a des gens ici qui ne parlent pas le français. Qui autour de notre table ici, ça, sur ce V-là, tous parlent français. Ah bon? Tous parlent français. Non, mais je vous le dis, tous parlent français. Mais personne non. Et ça, ce n'est pas logique. Je veux dire qu'il faut que ça s'arrête, cette discrimination, parce que c'est ça qui va amener à des positions d'extrême et que ça ne sert à rien. On va je vais m'arrêter là, j'espère que nous aurons l'occasion de... On va réserver ces points.